Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo très spéciale. Tellement spéciale que pour éviter de choquer les âmes sensibles, je serai accompagné de ce magnifique Peggy. Dis bonjour Peggy. Bonjour. En effet, si j'ai fait appel à Peggy, c'est pour une raison très simple. Les films dont je vais aborder font partie d'une catégorie qu'on appelle les films de guérilla. Alors non, il ne s'agit pas de propagande de guerre, mais un nom donné à des films indépendants, voire même amateurs et sans budget, ou également des films underground. Mais ce sera principalement du côté du soleil levant auquel nous allons nous tourner. Avec, et c'est pour cela que je suis accompagné de Peggy, Oui, c'est moi. des films cyberpunk, expérimental, gore. Je vais faire de mon mieux pour pas que tu en montres trop. En effet, c'est pour cela que je suis accompagné de Peggy, c'est pour quelque part vous prévenir, mais je vais quand même essayer de ne rien vous montrer de choquant. Et attention, la vidéo est lancée. Hop. Pour commencer, nous allons faire un petit retour en arrière sur le film Virus. Bien entendu, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo. Il est cependant rigolo de constater que le concept même de virus est totalement nanardesque, et que son créateur a dû attendre la fin des années 90 pour pouvoir lancer son projet, attendant que les effets spéciaux soient bien assez sophistiqués, mais pour un résultat tout juste lambda. Parce que, bon, un virus qui transforme les êtres humains en zombies mécaniques, c'est assez ridicule. Pourtant, Cette idée existait déjà bien avant même le comics Virus. Et bien qu'il était déjà ancré dans l'horreur, possédait déjà un aspect beaucoup plus métaphorique. Bien entendu, c'est dans les films de guérilla que nous allons trouver ce genre de film. Et ce film s'intitule Tetsuo de Iron Man. cet accent anglais. Ce film est avant tout l'œuvre d'un homme, Shinya Tsukamoto, un réalisateur qui a démarré dans l'underground avant de connaître le succès international. Bien qu'il avait déjà réalisé quelques moyens-métrages avant, c'est Tetsuo qui est officiellement son vrai premier film. Pourtant, il ne bénéficie pas d'un budget supérieur à ses précédentes créations, mais c'est tout simplement le film qui va le révéler au grand public et également imposer le mouvement cyberpunk. En soi, Tetsuo est considéré comme un film culte, en particulier pour le mouvement dont il est assigné. Après, c'est pas le genre de film qui plaira à tout le monde. Mais de quoi ça parle, ce film ? Alors en soi, ça va être compliqué de résumer l'histoire de Tetsuo, puisque le principe d'un film indépendant, c'est qu'il n'a pas la même structure narrative qu'un film plus classique. Il est littéralement libre dans ce qu'il raconte, mais peut aussi décompenser par cette volonté de ne rien vouloir raconter. Dans le cadre de Tetsuo, c'est plus un film expérimental. Il me sera même impossible de vous donner les noms des personnages parce qu'ils en ont tout simplement pas. Néanmoins, le film possède quand même une histoire. Dès le départ, nous sommes projetés dans un monde qui semble sale et pauvre, mais où l'aspect industriel semble être omniprésent. Nous suivons un homme qui semble se pavaner dans une sorte de déchetterie, va en fait profiter de l'occasion pour s'enfoncer un morceau de métaux dans la jambe. L'on comprend très vite que ce personnage n'est autre qu'un masochiste, mais lui ce qu'il comprend surtout c'est que c'était une grave erreur. Remarquant que des vers sont en train de littéralement bouffer sa jambe, il s'enfuit à toute allure sans trop savoir où il va, jusqu'à être renversé par un salarié qui se trouvera être notre personnage principal. Ce dernier est un citoyen normal qui possède une petite amie et quelques magnifiques petits chatons, mais est cependant marqué de la personne dont il a renversé, voire même sans qu'on sache pourquoi, un morceau de métaux commence à sortir de sa peau. Par la suite, des choses de plus en plus étranges vont commencer à se produire, et des personnes vont peu à peu se transformer en machines. L'aspect industriel ou cyberpunk n'est pas ici uniquement pour faire joli. Ici, le fait de transformer les personnes en machines représente plusieurs choses. Celle dont personnellement j'ai retenu, c'est qu'elle représente toute la bestialité et l'horreur que nous avons au fond de nous. Comme si les monstres que nous essayons de cacher se métamorphosent en machines. Et dans le sens monstre, le film appuie essentiellement là-dessus en termes de monstres sexuels, comme si le métal en soi n'était autre que la symbolisation de la pulsion qui ressortait. Car notre personnage principal, simple soit-il, a des hallucinations sexuellement explicites de lui et sa copine, chose dont il essaie de rejeter et tout simplement ignorer. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans me faire rappeler Druna Morbus Gravis, avec le fait que les monstres représentent le sida, et Marquis, où tout le monde a fortement envie de baiser mais il n'y en a qu'un seul qui résiste. Le film est très marqué par son style très noir et blanc, qui appuie davantage les contrastes, aidé évidemment du stop motion, accompagné par une musique au synthé et au son très industriel, à la fois pop, ambiante et hypnotique. Mais évidemment, c'est un film amateur, et pour pouvoir tourner tout ça, ça a été très compliqué. Shinya Tsukamoto passait même des heures dans les déchetteries pour avoir assez de matériaux pour faire le costume des machines. Le tournage s'est déroulé pendant 18 mois et c'était un calvaire pour tout le monde, au point que Tsukamoto a filmé le film tout seul. Tomororo Taguchi, l'acteur principal de Tetsuo, est le seul à avoir été resté à ses côtés. Kei Fujiwara, l'interprète de la petite amie, quittera le navire avant de se lancer à son tour dans les films de guérilla, formant au préalable un groupe de théâtre expérimentaux. D'ailleurs, l'appartement présent dans le film est en fait l'appartement de Kei Fujiwara, ce qui explique la présence des chats puisque ce sont les siens. Mais elle n'était pas qu'interprète, puisque si Tsukamoto s'occupait de trouver les matériaux, les designs viennent de Kei Fujiwara. C'est elle qui s'en occupait en tant qu'accessoiriste. La principale raison du fait que Tsukamoto s'est retrouvé tout seul, c'est tout simplement parce que la production fut chaotique.
Tellement chaotique d'ailleurs que Tsukamoto avait réellement songé à détruire les négatifs du film, chose dont il ne fera pas. C'est au Fanfa Festival de Rome que le film va surtout se faire remarquer, et contre toute attente, le succès sera au rendez-vous à l'international, à tel point que des cinéastes comme Yann Kounen s'inspirera du look de Tetsuo pour son court-métrage Vibro Boy. C'est d'ailleurs avec ce court-métrage que j'ai appris l'existence de la saga Tetsuo. Mais pas que, puisqu'au Japon verra naître la mouvance des films cyberpunk, comme 964 Pinocchio de Chosin Fukui, ainsi que sa pseudo-préquel Robert Lover. Bien que la volonté artistique des deux films soit largement différente de Tetsuo, beaucoup cependant soupçonnent que dans le fond il y a énormément de similitudes. Et ce n'est pas un hasard quand on sait que Chosin Fukui faisait partie des membres ayant participé à l'élaboration de Tetsuo, avant évidemment de claquer la porte. Après avoir réalisé une adaptation, Hiroko de Goblin, Tsukamoto se lance dans la production d'une suite de Tetsuo, intitulée Tetsuo 2 Body Hammer. Contrairement au premier film, celui-ci bénéficie d'un véritable budget, et pourtant, bien qu'il en reprend son acteur principal, ce n'est pas une suite à proprement parler, ni même un préquel. C'est plutôt un reboot, principalement du fait que la fin du premier film ne pouvait pas laisser entrevoir une suite par rapport à sa fin sombre et pessimiste. Mais tel un Evil Dead 2, Tsukamoto décide avec cet opus de repartir de zéro. Nous suivons à nouveau le même personnage que dans le premier film, qui ici a enfin un nom, Taniguchi Tomu, qui vit paisiblement avec sa femme et son fils, jusqu'au jour où ce dernier se fait enlever et implante à Taniguchi quelque chose qui le transforme peu à peu en machine. L'avantage de réaliser ce genre de suite, surtout avec un premier opus qui a très bien marché, Tsukamoto peut plus se concentrer sur la narration. En effet, bien que c'est un reboot, il y a beaucoup d'aspects inspirés du premier film qui arrivent beaucoup plus tôt, laissant le temps de donner une vraie vie et une vraie personnalité aux personnages. Ainsi, plusieurs trames sont expliquées de façon plus concrète, mais également le métal en lui-même a une toute autre signification, bien qu'il reste dans la même optique que le premier. C'est assez rigolo d'ailleurs de comparer les deux œuvres, puisque là où le premier Tetsuo est assez transgressif dans ce qu'il démontre, le second est d'un certain point de vue plus calme. Si le premier n'hésitait pas à démontrer que le métal représentait nos pulsions sexuelles, le second préfère se concentrer sur l'idée de la rage. Mais également, le premier avait des images qui, malgré son noir et blanc, paraissaient très cauchemardesques, en témoigne la fin du film. Là aussi, cette suite sera moins impactante là-dessus, préférant même aller un petit peu dans le camp de l'action, tout en profitant pour étoffer un peu plus l'univers, avec des backstories un peu plus travaillées que dans le premier. Cette suite semble être un poil plus accessible que son prédécesseur, voire même, bien qu'il bénéficie d'un budget, le délire de Tsukamoto est beaucoup plus maîtrisé que dans le premier. La raison à cela est que cette suite n'est plus un film de guérilla, ce qui fait que même s'il a impressionné les festivals, il a cependant perdu en public, beaucoup considérant que le délire de Tsukamoto était perdu avec cette suite un petit peu plus conventionnelle. Cependant, ce qui n'empêcha pas le réalisateur de réaliser une troisième suite en 2010. En mai 2010 sort la dernière suite de la trilogie Tetsuo. L'histoire suit le personnage d'Anthony qui vit paisiblement avec sa femme et son fils et... Autant pour le deuxième film ça passait crème, autant pour celui-là, c'est un énième reboot du premier film. Et si encore avec le deuxième opus ça pouvait se comprendre, pour le troisième il n'y a aucune excuse. Et malgré la présence d'acteurs anglophones, on aurait pu penser que ce troisième opus est là pour aguicher le public américain. En gros que ce serait juste un remake américain du premier film, sauf qu'en fait pas du tout. Puisque cette suite, Tetsuo 3 de Bulletman, a été tournée dans le plus grand secret et produit entièrement au Japon. En revanche, il est beaucoup plus compliqué de trouver des informations sur cet opus. Mais dans son ensemble, le film est assez inégal, disons. Et je pense qu'étant donné le fait que le film a été tourné dans le plus grand secret, la volonté artistique est quant à elle passée à la trappe. Bien que l'on retrouve les gimmicks de la trilogie Tetsuo, ici elles font plus vieillottes que tape à l'œil. En clair, cet opus n'est ni plus ni moins qu'un simple réchauffé. C'est pour cela que je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. La composition musicale des films Tetsuo a été confiée à l'ami de Shinya Tsukamoto, Shu Ishikawa. C'est à lui que l'on donne le style très industriel et ambiante des films. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que Akira Yamaoka, le compositeur des jeux Silent Hill, se soit inspiré de son travail pour les siens. Et tant qu'on est dans le monde du jeu vidéo, il existe une légende urbaine dans laquelle la bande-annonce du film Tetsuo se serait retrouvée en tant que bonus caché dans un CD de démo de la PlayStation 2.
Plusieurs enfants l'ont été traumatisés au début des années 2000, mais pour le coup c'est une légende auquel j'accepte amplement d'y croire, tout simplement parce que ce phénomène avait déjà eu lieu avec un jeu PlayStation de golf qui contenait un épisode de South Park. Restons toujours dans la pop culture, puisqu'au visionnage du premier film Tetsuo, je me suis rendu compte de quelque chose et je ne suis pas le seul. En effet, il ne serait pas surprenant d'apprendre que Shinya Tsukamoto, le réalisateur, qui interprète également le méchant principal, se soit inspiré du manga Akira de Katsuhiro Otomo. Bien que les deux œuvres soient différentes, ils ont beaucoup de similitudes, partageant même le nom Tetsuo. Mais en clair, qu'est-ce que j'ai pensé de la trilogie Tetsuo? Eh bien, ça va vous paraître étrange, mais je trouve que c'est l'opus qui a le moins de budget, voire même pas de thunes du tout, qui se débrouille le mieux en termes artistiques. En effet, il est évident de voir ce qui a marqué avec le premier Tetsuo. Le film possédait quelque chose, une âme, épaulée par une créativité sans vergogne utilisée à bon escient. Sa suite, bien que plus calme, continuera sur cette lancée, même si le charme du premier film peut manquer à l'appel. Et puis, un troisième opus, non pas décevant, mais inintéressant. Et pourtant, les trois opus sont marqués par un style, la débrouillardise. Et même si le 2 reste impressionnant dessus, c'est surtout le premier qui marquera. Essentiellement pour son côté cauchemardesque qui imprime vraiment une image marquante. Là où, comme je le répète, le 2 est beaucoup plus tranquille là-dessus. En bref, si le premier opus a peu marqué par son style cyberpunk, ses suites auront du mal à se hisser au même niveau, comme si Tsukamoto lui-même ne pouvait pas égaler son chef-d'œuvre.